de foncier. On parle de littoral, on parle de Nengeler, on parle de... Oui, vous qui êtes responsable et natif de la Casamance, vous qui êtes confronté depuis toujours à des problèmes fonciers, qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'après la crise de 82 qui a intervenu en Casamance à cause du foncier, qu'aujourd'hui encore, on continue de soulever des scandales liés au foncier. Là, je m'adresse juste aux natifs de la Casamance et après vous reprendrez votre casquette de secrétaire général de l'ANRAC pour vous prononcer. Qu'est-ce que cela vous fait? Je pense que nous sommes en train de suivre l'actualité relative à cette question foncière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un sujet assez préoccupant. Assez préoccupant parce que, comme vous l'avez dit, chez nous, le foncier a fait partie des événements déclencheurs. Dans d'autres régions également, le foncier constitue un facteur qui divise les populations, qui ne facilite pas la pacification, la stabilité, et qui crée des situations entre des ethnies, entre des communautés. Donc aujourd'hui, je pense que le président de la République a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les élus, pour interpeller tous ceux qui travaillent autour de cette problématique, de faire beaucoup attention. Parce que c'est une question, comme je l'ai dit, c'est une question sensible, dont les conséquences sont très dévastateurs à tous les niveaux. Or, ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de scandales, il y a également beaucoup de difficultés, ça et là, liées à cette question-là, qui confrontent soit des populations et des hommes d'affaires, soit les populations elles-mêmes. Même la problématique du retour, que vous avez tantôt évoqué, a une dimension foncière extrêmement importante. Parce que c'est des populations qui ont été là, qui ont quitté souvent. Il arrive que dans certaines communautés, que même les terres soient occupées par d'autres ethnies et par d'autres populations. Donc c'est une question assez sérieuse. Moi je pense que l'État a l'occasion, vraiment à travers le regain qu'on a constaté autour de ce débat, vraiment de régler définitivement cette question. Régler définitivement cette question de mon point de vue, c'est travailler un peu à revoir les textes. Si vous parcourez un peu le code de l'urbanisme, etc., on vous parle du domaine national dont les terres appartiennent à l'État. On vous parle également du régime d'immatriculation. Je pense qu'aujourd'hui, de la même manière que les collectivités territoriales allouent des surfaces cultivables à des tierces personnes, je pense que ces collectivités territoriales elles-mêmes doivent être dans une posture d'aider également les paysans, qui aujourd'hui sont régis par ce qu'on appelle le régime coutumier, parce que le régime coutumier également, c'est un régime, de mon point de vue, qu'il faut prendre en compte dans la question foncière. Les populations estiment que les terres leur appartiennent, c'est des terres qui ont été léguées par les ancêtres. Qu'est-ce que l'État doit développer en termes de stratégie pour également permettre à ces paysans d'être admis à ce qu'on appelle au régime d'immatriculation, que de la même manière qu'on le fait pour l'opérateur économique, de la même manière qu'on le fait également pour l'homme d'affaires, permettre à ces populations autochtones, résidentes, qui ont plusieurs années durant valorisé ces terres, d'avoir également un régime d'immatriculation qui leur permette d'être détenteurs de titres fonciers. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président a quand même fait des facilités à travers la transformation du permis d'occuper en titre foncier. Et il appartient surtout aux collectivités territoriales. Parce que le plus souvent du temps, ce qui se passe en matière de gestion foncière n'est pas connu au niveau central. C'est un conseil rural, c'est un conseil municipal qui reçoit une demande, etc., qui souvent ne prend pas toutes les précautions qu'il faut pour discuter avec les communautés autochtones et qui souvent fait une délibération à la faveur d'une tierce personne. Automatiquement, si la délibération est faite, ça crée de fait des problèmes. Alors que je pense que aussi bien les populations autochtones que les hommes d'affaires, que les opérateurs économiques ont tous le droit de valoriser ces terres, mais il faut quand même, dans cette dimension-là, privilégier, de mon point de vue, les paysans qui sont en train de valoriser ces terres depuis plusieurs années, mais également qui leur permettent également de développer des activités économiques, mais surtout des activités agricoles. Et c'est important à ce niveau, et je pense que l'État au niveau central doit reprendre en charge vraiment la question du foncier. Of course, effectivement, ça c'est le souhait de tout un chacun, que l'État reprenne un peu les textes, parce que certains disent qu'ils sont obsolètes, ces textes, car datant des années de post-indépendance. Tout à fait. Oui.
Mais cela, en fait, pour moi, M. Sambou, cela ne devrait pas être un prétexte pour ceux-là qui ont décidé de s'accaparer du foncier sénégalais. C'est-à-dire, vous avez fait une genèse des difficultés communautaires, tantôt soulevées par justement cette gestion foncière. Mais en fait, moi j'ai la nette impression que quelque part c'est parce qu'il n'y a pas de sanction que, comme vous le dites, les autorités locales font ce qu'elles veulent. Parce qu'en fait, le véritable problème, comme le disait avant-hier Hélène, ce n'est pas l'administration centrale en tant que telle, mais c'est les administrations locales qui sont à l'origine de ces trucs-là. Moi, vous êtes un homme leader politique, vous ne pensez pas que, au-delà de la symbolique d'être élu président d'un conseil départemental ou maire, vous ne pensez pas que on doit revoir les textes pour que ces gens puissent être sanctionnés lourdement dans le cadre de telles pratiques? Parce que justement, les différentes querelles communautaires notées dans le foot, notées un peu partout au Sénégal, proviennent justement de la signature de ces maires-là. Aujourd'hui, vous êtes parti au pouvoir, donc cette responsabilité vous incombe. Vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de sanctionner lourdement? C'est ce que je disais tantôt. Il y a plusieurs lectures qu'il faut avoir. Mais de mon point de vue, il ne s'agit pas de revoir des textes pour sanctionner, parce que les textes relatifs à ces sanctions-là existent. Ce qu'il faut, c'est, de mon point de vue, vraiment, si on identifie ça et là, des actes de cette nature, qui sont des actes illégaux, c'est-à-dire en incohérence avec les textes en vigueur, je pense que l'autorité doit être amenée vraiment à prendre les sanctions qu'il faut pour servir de jurisprudence, et que véritablement tous les élus, tous ceux qui ont la responsabilité de près ou de loin de l'administration de ces ressources foncières-là, en tirent tous les enseignements. Maintenant, ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est l'administration au niveau déconcentré. Mais celui qui est bénéficiaire d'un point de vue de surface cultivable ou de terre n'est pas fondamentalement celui qui en est l'auteur. Parce que ce qui se passe réellement, c'est que quelqu'un peut solliciter la mise à disponibilité de 100 hectares, de 200 hectares dans une zone. C'est son droit le plus absolu. La difficulté que nous avons à ce niveau, c'est que les précautions ne sont pas suffisamment prises pour permettre de régler le problème-là à l'amiable. Régler le problème à l'amiable, ça veut dire que je suis un membre d'un conseil rural, je suis le maire président, je prends automatiquement un acte de délibération pour affecter des parcelles, des surfaces cultivables à une tierce personne. C'est ce que je disais tantôt. Ça ne suffit pas parce que la délibération est entrée à cette affectation de terre ou de parcelle est validée par l'autorité administrative compétente. C'est à ce niveau-là, de mon point de vue, où il y a des problèmes. Est-ce que toutes les précautions ont été prises avant la validation de cet acte? Parce que dès que l'acte est validé, le propriétaire prend les dispositions automatiquement pour le transformer en bail, pour transformer en titre foncier et dans un régime d'immatriculation. Et jusqu'à ce niveau, il est difficilement attaquable. Parce qu'il a quand même, du point de vue juridique, tous les éléments qui lui permettent vraiment d'avoir les papiers requis sur cette question-là. Moi, je pense qu'il appartient quand même aux élus, il appartient également à l'administration de façon déconcentrée, notamment les autorités administratives qui sont en valide des délibérations, quand même, au regard de la sensibilité de cette conscience foncière, d'être très regardant, de prendre toutes les précautions. Et souvent même, il n'est pas exclu de mon point de vue de demander l'avis des services centraux de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le ministère n'a pas tellement une emprise sur cette question-là, parce qu'à travers l'organisation administrative, là, les services déconcentrés s'occupent de cette question-là. Mais je pense qu'il n'est pas interdit, dans les mutations et dans les réflexions à venir, de mettre sur la table la question de l'affectation des terres. Et impliquer au niveau central, quand même, le ministère sectoriel, puisque en définitive, s'il y a des problèmes, c'est lui-là qui sera amené certainement à jouer les sapeurs-pompiers, comme ça se fait présentement à Dengueler. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, l'État quand même doit prendre toutes ses responsabilités pour que les actes
de nature à brader le foncier, que vraiment ces actes-là soient condamnés vraiment à la hauteur de ce qui est fait comme dommage et intérêt en direction des populations. Et je pense que sur cette question-là, bon, il y a des cas qu'on peut citer d'élus, etc., ça et là, qui ont bradé qui ont été entendus par la justice. Mais je pense que aujourd'hui, au regard de la sensibilité de cette question, l'État au niveau central doit s'impliquer fortement à travers ces segments pour que ces questions soient réglées définitivement. Oui, vous savez, hein, être entendu à la justice et être condamné, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Voilà. Vous là, depuis votre magistère là, je crois que la justice là, je crois qu'elle est un peu aphone et aveugle par rapport à tout ce qui touche à votre part. Maintenant, pour parler justement du littoral, à la décharge du président de la République, qui, je crois qu'à son accession, à son avènement au pouvoir, avait décidé lui-même de restituer le terrain qu'on lui avait octroyé sur le littoral. À ce jour, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un acte officiel qui prouve qu'il a restitué, mais au moins il a fait la déclaration, même si c'est une déclaration d'intention. Mais aujourd'hui, durant son magistère, nous assistons à une spoliation, à un bradage de ce littoral-là. Plus grave, ce sont ses prochains. Moi, j'ai une liste où pratiquement tous ceux-là qui sont là à s'agiter sur les plateaux de télé sont tous propriétaires d'un titre sur le littoral. Aujourd'hui, le président qui est la clé de voûte des institutions, c'est-à-dire qui est l'homme le plus renseigné au Sénégal, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour lui de mettre en pratique sa première résolution qu'il avait prise lui-même sur le littoral en déclarant officiellement qu'il va rendre lui le terrain qui lui a été octroyé, c'est-à-dire de l'acter officiellement et d'imposer, c'est-à-dire par un acte administratif, à ce que toutes les terres du littoral soient restituées. Vous ne pensez pas que ce serait plus responsable que de tenir des discours du genre le ministre a été instruit pour arrêter les autorisations de construire, pour revoir. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux dangers qui nous guettent, c'est-à-dire il y a un danger social, il y a un danger environnemental, il y a un danger climatique, est-ce qu'il n'est pas temps pour la postériorité que le président de la République prenne ce genre de décision-là? Bon, je pense que c'est une question assez importante et moi personnellement, je n'ai pas pris connaissance d'un terrain qui appartiendrait au président de la République. Donc je ne pourrais pas naturellement, dans ce cadre-là, demander que ce terrain soit restitué. Non, je peux vous faire écouter son discours parce que je l'ai enregistré là. Oui, c'est ce que je où il disait que lui, le terrain qu'on lui a octroyé, il va le rendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Je ne sais pas s'il l'a rendu ou il n'a pas rendu ou qu'il serait attributaire ou bénéficiaire, à mon niveau d'information. Bon, dès l'instant où il dit qu'il va le rendre, ça veut dire qu'il était attributaire. À mon niveau d'information. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une question également assez sérieuse qui pose la question de la gestion foncière dans notre pays, comme vous l'avez dit. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui imputer la responsabilité du bradage littoral au régime de Macky Sall. Ce qui est clair, c'est que tous les actes, non, on n'a pas dit, tous les actes antérieurement qui ont été pris, vraiment montrent que les immatriculations ont été faites avant qu'il n'accède au pouvoir en 2012. Et il devrait rester spectateur? Aujourd'hui, non, il ne doit pas rester spectateur. Aujourd'hui, le débat, de mon point de vue, est très mal posé. Parce que le malheur dans notre pays, le drame dans notre pays, c'est que tous les débats sont politisés. Or, un débat comme celui du foncier, comme celui de la gestion du littoral ou de la corniche, c'est un débat que nous devons aborder avec beaucoup de sérénité, sans parti pris, sans prise de position politico-politicienne. Or, cette dimension politico-politicienne vraiment a pris le dessus sur la raison et sur l'objectivité. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a des occupations au niveau du littoral. Par réalisme, est-ce qu'aujourd'hui on doit pouvoir dire à tous ceux qui ont investi des milliards dans ce domaine, dans le littoral, est-ce que par réalisme on doit leur dire de partir? Est-ce qu'on doit leur dire de restituer? Oui, mais M. Samboul, récemment on a vu à Gadaï la DESCOS détruire plus de 200 maisons. Non, c'est pas parce que c'est des pauvres technos de Gadaï et que là c'est une autre... Non, parce que là, apparemment, votre discours là, je ne le comprends pas. Je ne le pense pas. C'est-à-dire, j'invite les gens à faire preuve de réalisme. Aujourd'hui, la situation qui est au niveau du littoral, c'est que ce sont des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont déjà détenteurs de titres fonciers. Oui, mais à Gadaï... Oui, j'y viens. Qui sont détenteurs de titres fonciers.
qui aujourd'hui sont dans le régime d'immatriculation. Comme je vous l'avais dit, ce régime-là est difficilement attaquable. Il est inattaquable. Tout à fait, difficilement attaquable. Donc à partir de ce moment-là, ces derniers doivent, de mon point de vue, respecter les engagements qu'ils ont pris avec l'État. Ce que moi je ne partage pas, comme je l'ai dit, c'est que ce littoral soit occupé par des personnes et qui ne permettent pas véritablement aux Sénégalais et aux Sénégalaises de jouir de cette dimension environnementale et écologique de Dakar. Parce qu'on vous l'avait dit, on parle du littoral, le littoral jusqu'au Cap Skirring, c'est le littoral, etc. Mais aujourd'hui, le débat de la corniche, quand même, je pense que doit être réglé au plus haut niveau, et le président de la République lui-même doit prendre sérieusement en question ce dossier-là. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il a instruit le ministre de tutelle de travailler à mettre de l'ordre dans cette dimension. Le ministre lui-même nous a dit qu'il y a pratiquement 5 km disponibles qui peuvent être rentabilisés, viabilisés pour permettre aux Sénégalais... Oh, mais attends, Ernest, il faut être sérieux. C'est-à-dire, ce ministre-là, il faut qu'il respecte les Sénégalais. C'est-à-dire, on ne peut pas privatiser notre plage et qui se permettre de nous regarder droit dans les yeux pour nous dire qu'il y a 5 km sur lesquels nous pouvons profiter. Non, nous avons droit à, comme dans toutes les capitales du monde, dans tous les pays qui disposent d'une corniche ou d'un littoral, nous avons droit de profiter de ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas tellement ça le débat. Le débat, c'est que c'est cette occupation des terres, notamment du littoral. Vous avez tantôt parlé de ce littoral qui va jusqu'au Cap Skirring. Je suis d'accord avec vous tantôt quand vous disiez qu'il y a une gestion politicienne de ce dossier-là. Je suis tout à fait d'accord. Je suis de ceux qui dénoncent justement cette institution politique dans ce débat. Mais on va sortir du politique pour parler justement de ce littoral, mais au Cap Skirring, où il y a un lotissement dit lotissement des baobabs, mais qui a dessiné des hectares et des hectares de forêt et qui aujourd'hui est à l'origine pratiquement du manque de terre au niveau du Cap Skirring. Comme je l'ai dit tantôt, vous, les premiers responsables dans la région, on ne vous entend jamais vous prononcer par rapport. C'est comme si il y avait une omerta au sein de votre parti où vraiment tous les crimes et délits, il faut les taire. Non, je ne pense pas que les responsables du pouvoir soient dans cette posture-là. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent les dossiers sont évoqués par la presse. Souvent, automatiquement, on observe des relents politiques dans le cadre des différentes communications qui sont en train d'être faites. Cela ne facilite pas la prise en charge de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de Cap Skirring, d'autres parlent d'autres, de Ndengler, etc. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, ce qu'il faut véritablement comprendre et reconnaître, c'est que on ne peut pas imputer, comme je l'ai dit, la responsabilité de ce bradage-là au régime en place. De la même manière, le régime en place, incarné par le président de la République, doit prendre toutes les responsabilités. Comme je pense qu'il est en train de le faire, pour mettre la lumière sur ces questions-là et permettre aux Sénégalais de ne pas continuer à être victimes de ce bradage foncier-là. Parce qu'il appartient quand même de mettre de l'ordre, de vérifier les titres de propriété, etc. Mais c'est difficile, je vous l'ai dit, de voir quelqu'un qui dispose d'un titre de propriété, qui est une propriété privée, à travers un régime d'immatriculation. Le réalisme ne voudrait pas qu'aujourd'hui que l'État s'engage à dédommager. À hauteur de combien de milliards? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les ressources qu'il faut au moment où on parle de priorité d'accès à l'eau, à l'électricité et aux besoins sociaux de base, à rembourser ou à indemniser ces détenteurs de titres de propriété? Moi, je pense que, véritablement, les réalistes voudraient que ceux qui détiennent ces titres de propriété peuvent de façon délibérée, de façon volontaire, au regard de la nature du débat, au regard des enjeux, les restituer à l'État. Au cas échéant, l'État, de mon point de vue, doit travailler à désormais vraiment mettre de l'ordre sur cette dimension-là pour que véritablement tout ce qui a été connu antérieurement en travers ce qu'on pourrait appeler bradage ne puisse pas advenir. Mais pour parler d'une question suivante, il faut la maîtriser, il faut avoir tous les éléments. Et comme vous l'avez dit, c'est des questions foncières assez sensibles sur lesquelles le débat politique est tellement agité qu'on ne peut pas avoir les bons éléments pour faire une très bonne appréciation.